Nous allons étudier le Daf Nun Aleph dans Masechet Nazir. Et nous commençons par une braïta, Tanoura Banan, au sujet de l'Alacha dans la Mishnah, qui disait qu'à partir de la quantité d'une cuillère mélo tarvad, rakav donc c'est la chair d'un défunt, mais qui a pourri et qui est devenue finalement poussière, à partir de cette quantité-là de mélo tarvad, de rakav, de cette chair qui a pourri, et bien à ce moment-là, on a une impureté qui peut nécessiter à ce que le nazir se rase la tête et recommence sa nésiroute. Et là-dessus, on a des halachot, Tanoura Banan et Zeumet chez Shlo Rakav. Quel est le type de défunt pour qui il y a cette halakha là de Rakav, que si on a la quantité de mélo tarvad de cette chair qui est Rakav, donc qui a changé de forme, c'est lequel? Met chez Nigbar Arom, Baron chez Shaish, ou Agabé Ritzpat chez Lavanim. C'est un défunt qui a été enterré à même directement un tombeau, un cercueil en marbre ou un sol en pierre. Zeumet chez Rakav, c'est le met, le défunt sur lequel on a la halakha de Rakav. Pourquoi? Parce que comme il a été enterré directement sur un sol qui ne peut pas lui-même s'effriter, eh bien on est certain que la poussière que l'on retrouve est entièrement composée de la chair du défunt et non pas d'autre chose. Par contre, Nikbar Birsuto, Be'aron Shelaet, s'il a été enterré avec ses habits, ou il a été enterré dans du bois, mais un bois qui peut s'effriter, ou Levenim, ou sur un sol en briques, où les briques aussi elles-mêmes peuvent avec le temps s'effriter, Zeumet chez Norakav, et bien lorsqu'on retrouve à la fin de la poussière, on n'est pas certain. On a du coup un doute qu'il y ait peut-être autre chose qui soit mélangé, et à ce moment-là, on n'a pas cette halakha de Rakav que la quantité bien peut impurifier par Ohel et donc rendre le nazir impur. Amar Oula, là-dessus, on dit Oula, En Rakav, et là, Ba Mina Basar, Mina Gidim, Mina Atzamot. Il n'y a de din de Rakav que si la poussière, encore une fois, qui provient du défunt, est composée à la fois de Bassar, de chair, à la fois de Gidim, de nerfs, à la fois de Atzamot, de les os. S'il n'y a pas ces trois composants, s'il n'y a que la chair ou que les os, ça ne marche pas. Et Tivé, Rava objecte à Roula avec une braïta. Rakav ava mina basar tahor. C'est marqué qu'un rakav, justement, si on a cette quantité-là de chair qui s'est abîmée, mais qui ne provient que de la chair, mina basar, il y a marqué tahor, c'est tahor, donc c'est pur. De là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on a pu déduire? Que si ça vient de la chair, c'est pas bon. Si ça vient des os, ça a l'air de marcher. Hamina etsem tame, ve'afalgav delika basar. Et le diouk, la déduction que l'on fait, elle a d'être que ça ne marche pas si ça vient de la chair, mais ça vient si ça vient des os, même si ça ne provient que des os. Or, vient de dire Ola qu'il faut que ça provienne à la fois des os, à la fois de la chair et à la fois des tendons. Eima achinami. L'agma dit quoi? Eima achi? Non, il faut dire comme ça. Rakav aba mina basar tahor, al shesh etzem mina basar. Non, en fait, quand on dit que ça ne marche pas lorsqu'on a cette quantité-là de chair, c'est de chair toute seule, mais c'est pareil aussi. Les os tout seuls, ça ne marche pas. Il faut qu'il y voit à la fois la chair et à la fois les os. L'agma dit, les kagidim, il n'y a plus les tendons. L'agma répond, la chair et les os ne peuvent pas exister sans tendons. Dans les os et dans la chair, il y a forcément des tendons, ce qui veut dire que finalement, il suffit qu'on soit certain qu'il y ait de la chair et qu'il y ait des os pour qu'on soit certain qu'il y ait aussi des tendons et donc qu'on ait à ce moment-là la halakha de Roula qui finalement n'a pas été infirmée par la Baraita et qui reste confirmé que finalement il faut qu'il y ait à la fois Bassar, Gidim, Atzamot, à la fois de la chair, à la fois des tendons et à la fois des os pour que cette quantité-là de chair qui a changé de forme eh bien, puisse rendre impur le nazir. Amar Rav Shmuel bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Une halakha au nom de Rabbi Yochanan. Shne metim shekevaram ze imze naasu gilgilin zelaze. Lorsque l'on a deux défunts qui ont été enterrés ensemble, imaginons qu'on a enterré deux personnes côte à côte, et qu'à la fin on se retrouve avec une quantité exacte de tarvad, mélotarvad, de rakav, de cette chair qui a pourri, eh bien on nous dit que s'ils ont été enterrés ensemble, nasul gilgelin zelazé. Ils sont gilgelin. Alors sur le mot gilgelin, il y a plusieurs commentaires. Il y en a qui disent que gilgel milachon, que mita'arev, ils se sont mélangés. Donc comme ils se sont mélangés, eh bien la quantité à la fin de mélotarvad étant composée finalement de la chair des deux défunts, eh bien il n'y a pas la quantité de chair d'un seul défunt et donc du coup il n'y a pas cette halakha que l'impureté est transmise par ce mélotarvad. Ça c'est la première halakha de Rabbi Yochanan qui est tout de suite objectée par une Mishnah, une braïta. Mativ Rav Natan donne une braïta.
Rakav Abba Mishne Metim Tame. C'est marqué qu'un Rakav, donc cette quantité-là de chair qui a pourri, Abba Mishne Metim, qui provient de deux défunts, Tame, c'est Tame. Donc comment on peut nous dire, jusqu'à présent, que lorsqu'on a deux morts qui sont enterrés, et qu'à la fin on a du Rakav, eh bien, chacun finalement empêche l'autre, puisque c'est l'un qui complète l'autre, eh bien ça empêche d'avoir la Touma, alors que c'est marqué dans une Braïta que oui, c'est Tamé lorsque ça provient de deux morts. Et Rava va donner la raison de cette distinction. Amarava, Shekavru Ze Bifne Asmo, Ze Bifne Asmo, Virkivu. Quand est-ce que la Braïta a dit que c'est impur? C'est lorsque chacun a été enterré à part, et qu'à ce moment-là, la chair a changé de forme à part, et qu'après on prend une partie de cette chair qui est devenue poussière, de l'un et de l'autre, qu'on les mélange, qu'on a la quantité de mélotarvad, à ce moment-là, effectivement, ça marche. Parce qu'ils ont chacun, la chair a changé de forme et a pourri à part. Ils n'ont pas été mélangés avant. Par contre, Ve'amdu al mélotarvad rakav, et à ce moment-là, ils sont arrivés à mélotarvad. Par contre, la halakha de Rabbi Yochanan, on a dit c'est quoi? C'est shtemetim shekvaran ze imze. C'est deux morts qui ont été enterrés ensemble. Si les corps sont ensemble et sont mélangés au moment où la chair change de forme, à ce moment-là, on a une Kabbalah que finalement ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas compléter le mélotarvat. Pour compléter cette quantité avec deux défunts, il faut absolument que les défunts aient finalement changé de forme dans la terre à part avant d'être mélangés. Nouvelle halakha Maraba Barbachana Amar Rabbi Yochanan. Donc c'est Rabba Barbachana qui dit au nom de Rabbi Yochanan, Gazaz Se'aro Ukvaro Imo Naaselo Gilgelin. Encore une fois, autre chose qui peut empêcher la quantité de rakav de rendre impur, c'est lorsque on a coupé les cheveux au défunt et qu'on l'a enterré avec. Puisqu'on lui a coupé les cheveux, ces cheveux sont devenus un corps étranger. Ce corps étranger, lorsqu'il complète la quantité de mélotarva de rakav, et bien du coup, c'est considéré comme quelque chose d'étranger qui empêche la quantité d'être atteinte. Nanatnav. Et dans le même genre, on a une Mishnah dans Masechet Ohalot qui dit quoi? Kol shebemet tameh, tout ce qui est dans un défunt est impur. Chutz mina shinaim ve'ase'ar ve'tziporen, sauf les dents, les cheveux et les ongles. Mais tout cela, lorsqu'ils ont été coupés, ils ont été enlevés du corps. Bishat haiburan kulant me'in. Par contre, tant qu'ils sont attachés au corps, les dents, les cheveux et les ongles sont considérés comme la chair du défunt et rendent impur. Nouvelle question de la Gemara. Baya Hiskia. Saro haomed egaleach. Tziporen haomed igazez. Lorsque le défunt a les cheveux très longs ou qu'il a les ongles longs, on avait l'habitude de les couper. Est-ce que finalement, des cheveux qui ont une longueur ou des ongles qui ont une longueur qui font que normalement on va les couper, est-ce que même avant de les couper, ils ont déjà un statut comme s'ils étaient coupés puisqu'ils sont amdim les gazez? Amdim, les galéares, ils sont aptes, ils sont prévus d'être coupés. Alors c'est ça la question. Maï, mi amrinan kol amel igazez, ke gazuz dame. Est-ce que l'on dit que tout ce qui va finir par être coupé est déjà même avant considéré comme coupé? Odilma, ashtamiha, amehubarin. Ou non, on regarde la situation actuelle. Tant qu'ils sont attachés, ils sont attachés. Tant qu'ils sont coupés, ils sont coupés. On ne tient pas compte de ce qui est des projets que l'on a par rapport à cette partie du corps. Agma essaie de répondre avec la halakha de Rabba Barbachana. On a dit à l'instant que lorsqu'on a coupé les cheveux du défunt et qu'on l'a enterré avec, les cheveux qu'on lui a coupés et qui ont été enterrés avec lui, eh bien, empêchent la quantité de mélotarvad d'être atteinte. La Gemara veut déduire de là que si on en parlait de ce cas et qu'on n'a pas parlé d'un cas où les cheveux sont encore sur le corps mais qu'ils vont être coupés, ça veut dire que dans ce cas, ça ne marche pas. Sinon, on aurait dit quoi? On aurait dit que même les cheveux qui vont être coupés empêchent le défunt d'atteindre la quantité, a fortiori, si on les a déjà coupés, venif shotlet. Midera Barbachana, t'as qu'à déduire la réponse de ta question de la lacha de Rabba Barbachana. Tama mishum de gazaz. Hallo gazazlo, puisqu'il a parlé d'un cas où on a coupé les cheveux. C'est parce qu'il a coupé les cheveux que les cheveux sont encore étrangers. Ce qui sous-entend que si on ne les a pas coupés, non. La Gemara dit non, tu as raison. C'est vrai qu'il n'a parlé que de ce cas-là. Mais ça ne veut pas dire que le cas dont on parle est tranché. Peut-être qu'il a un doute. Achika Amar, c'est ça ce qu'il a dit Rabba Barbachana. Gazaz, Areze Gilgelim. Je suis d'accord qu'il a dit que quand c'est coupé,
c'est un corps étranger. L'ogazaz, il n'a pas parlé du cas où il n'a pas coupé, parce que s'il n'a pas coupé, Miba'el, c'est une question, donc il n'en a pas parlé. Donc, Rabbi Yochanan, qui a été cité par Rabba Bachana, n'a cité que le cas qu'il connaît, c'est le cas où les cheveux sont coupés, mais il se peut que Rabbi Yochanan lui-même ait eu la même question que la Gemara, c'est-à-dire est-ce que les cheveux qui sont prévus d'être coupés, ou les ongles qui sont prévus d'être coupés, est-ce qu'ils sont déjà considérés dès à présent comme étant coupés ou pas? Nouvelle Sheila, Ba'e Rabbi Remia, au nom de Rabbi Remia. Rakav Abba Mina Rakev. Lorsqu'on a donc Rakav, donc cette chair encore une fois, qui s'est décomposée, qui provient Mina Rakev, du talon. Alors le talon c'est particulier parce que c'est une peau et une chair qui est déjà considérée presque comme étant morte du vivant de la personne, puisque c'est une peau et une chair qui ne ressent pas réellement la douleur. Et donc, la question de la Gemara, c'est est-ce que finalement cette peau-là et cette chair qui se sont décomposées, mais d'une partie qui même du vivant de la personne est déjà considérée un peu comme étant inerte exactement, est-ce que dans ce cas-là, on considère qu'on a la halakha de Rakav, que cette partie-là de la chair décomposée en quantité de mélotarvad rend impure. Ki gamrinan, Rakav abba mikulemet, aval latem mina akevlo. Est-ce que finalement, Rakav, ça ne marche que pour le reste du corps, mais pas du Akev? Odilma loshna, ou peut-être qu'il n'y a aucune différence. L'Agma essaie de trancher, Tashma, avec une braïta, Tetane Rabbi Nathan, Rabbi Oshaya, qui est cité au nom de Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Oshaya, Rakav abba mishne metim tame. Lorsqu'on a un Rakav, c'est ce qu'on avait enseigné, qui provient donc cette chair qui s'est décomposée, qui provient de deux défunts, mais qui ont été enterrés séparément, dont la chair s'est décomposée séparément et que l'on a après mélangé, eh bien on a dit que c'est tamé, ce qu'on vient d'enseigner il y a quelques minutes. Donc c'est tamé, c'est impur. Et la Gemara dit alors, vis al kadata chaba mina akevlo. Et si tu pensais que le rakav, donc la chair qui s'est décomposée, qui provient du talon, n'a pas cette halakha de rakav, si c'est ça, comment tu sais que la chair du deuxième défunt qui est venue finalement se rajouter à celle du premier, comment sais-tu qu'il n'y a pas le talon dedans? Zilacha, Dilma derech akev kaate. Tu devrais te dire maintenant, mais peut-être que le deuxième défunt, la chair provient, en partie en tout cas, du talon. Veacha, Dilma derech akev kaate. Et pareil pour l'autre défunt. Donc comment on peut dire finalement que lorsque l'on a deux défunts dont on a mélangé les chairs qui se sont décomposées, comment peut-on dire que c'est tamé alors qu'on a un doute sur chacun? Sachant que selon les commentaires, cette question se pose même, Bichlal, sur un seul mètre. Un seul mètre, comment on peut dire, quand on a une chair à la fin qui s'est décomposée, qu'on ne voit pas d'où ça vient, comment on peut dire ça? Et la réponse en vérité va répondre deux. Ider, parce qu'en fait, certains veulent dire qu'au moins dans les autres cas de la Mishnah, on peut dire qu'on savait d'où venait la chair. On savait que ce n'est pas du talon. Idir kiv, kulemet, vekate derer akev achinami. Non, mais t'as pas compris. Quand on a un corps qui est entier, et qui s'est décomposé, et qu'à la fin, donc du coup, dans le corps entier, il y a entre autres le talon, et qu'à la fin, il nous reste une quantité de mélotarvad, de rakav, il nous reste de la chair qui s'est décomposée que la quantité de mélotarvad, eh bien, tout le monde est d'accord que ça marche. Le talon n'empêche pas la chair, lorsque le corps est entier, il n'empêche pas la chair d'avoir cette impureté de rakav. Et la hakegon, dire kiv had ever, vekaate derer akev mai. La question ici, c'est non, c'est un corps qui est entier, qui le corps lui-même ne s'est pas décomposé. Il n'y a que le talon et le pied ou la jambe qui se sont décomposés. Et à ce moment-là, c'est là qu'on pose la question. Est-ce que finalement, lorsqu'il n'y a que cette partie-là du corps qui s'est décomposée, est-ce qu'on n'est pas en train de dire finalement que le talon qui en fait partie, c'est un peu comme si c'était lui l'initiateur de la décomposition de cette partie du corps, dont le talon, encore une fois, est une partie qui est déjà inerte du vivant, ou est-ce que finalement, ça marche comme n'importe quelle autre partie du corps? Est-ce que le talon est particulier ou pas? Mais quoi qu'il arrive, lorsque le corps est entier, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, lorsque le corps est entier, c'est décomposé en entier, et qu'il y a entre autres évidemment dedans la chair du talon, ça ne pose aucun problème. Et sur cette question-là, lorsqu'il n'y a que le pied ou que la jambe qui s'est décomposée avec le talon, est-ce que ça marche ou pas? La Gemara dit t'es cool, la Gemara tranche et dit qu'il n'y a pas de réponse. Nouvelle Sheila de Rabbi Irmia, Bae Rabbi Irmia, Roubar Bemeisha avec Gilgelim Olo. On a posé la question tout à l'heure par rapport aux cheveux, par rapport aux ongles. Est-ce que lorsque on trouve une femme, qui est décédée et qui avait un enfant dans le ventre, est-ce que l'enfant qui est dans le ventre est considéré comme quelque chose d'extérieur
ou pas? Est-ce que c'est comme un deuxième défunt? On a dit que deux défunts qui sont enterrés ensemble et dont la chair se décompose ensemble, eh bien chacun empêche l'autre d'avoir la quantité de mélo, tarvad, de rakav. Et ici, est-ce que le rouba, est-ce que le bébé qui est dans le ventre de cette femme qui est décédée, est-ce que c'est considéré comme une autre personne, au point que du coup chacun empêche l'autre d'avoir la quantité de mélo, tarvad, de rakav, ou pas? Donc c'est la question. Keva d'avarmar rouba riechimo ikargufahu. Nous on a un principe dans beaucoup d'halachot lié au pikuach nefesh, lié au fait de sauver la mère par rapport à l'enfant. On part du principe que jusqu'à tant que le bébé est dans le ventre, le bébé est considéré comme yerech imo, comme la hanche de la mère. C'est-à-dire c'est une partie du corps de la mère. C'est une partie du corps. Donc beaucoup d'halachot on en parle. Et donc si c'est une partie du corps, eh bien, finalement il en fait partie. C'est comme un membre, on va dire, en plus tant que le bébé n'a pas sorti la majorité de la tête du corps de la femme, il est considéré comme étant une partie du corps. Donc du coup, est-ce qu'on applique aussi ce principe-là, que ici c'est une partie du corps, et donc du coup, ça n'est pas un corps étranger, et donc ça n'empêche pas la quantité de mélotarvad d'exister. Velovegil gelim, odilma, ou peut-être, kevan des sofolatset, mifrash parishmina, ou peut-être encore une fois qu'on va regarder la suite. Comme ça aurait dû finir par sortir, un peu comme les ongles qu'on aurait dû couper et les cheveux qu'on aurait dû couper, est-ce qu'on regarde la fin ou est-ce qu'on regarde la situation actuelle? Veim tim tselomar, si tu veux me dire, au bar des sofolatset, mifrash parishmina, et si tu veux me dire qu'à la limite, le cas du fœtus, on va dire qu'on le considère comme étant un corps étranger, parce qu'il va finir par sortir, là on tourne la page, nous n'allons pas bête. Shirvat zera, Isha, lorsqu'une femme, avant de décéder, a eu des relations avec son mari, et que donc elle a dans son corps, elle a encore de la semence de son mari qui est un corps étranger. Mahou, est-ce que ça aussi, ce corps étranger, est considéré comme une partie de son corps ou pas? La question est différente. Mi amrinan kevandelo itsa ki gufadame. Est-ce que, allez, tu peux dire que le bébé, c'est un corps étranger, mais là, c'est pas encore un bébé. Ça aurait pu être un bébé, mais c'est pas un bébé. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'elle. Odilma, ou peut-être, kevandeme alma kaatilo. Mais il y a aussi autre chose. C'est que tu peux dire que même si c'est pas encore un bébé au point que ça va sortir, mais c'est encore lié à quelque chose qui était extérieur à elle il y a quelques jours, quelques heures, et donc du coup, on peut regarder à la fois la fin, c'est ça là, finalement la question de la Gemara, c'est est-ce que quelque chose qui est un corps étranger à la base, et qui va finir par être un corps étranger, mais qui actuellement fait partie de la femme, que fait-on? Actuellement, cette semence, même ce bébé, fait partie de la femme. Mais le bébé plus tard va finir par sortir, et cette semence-là, il y a encore quelques temps, ne faisait pas partie de son corps. Est-ce que ça en fait partie ou pas? Ce sont les questions de la Gemara qui ici sont restées sans réponse. Rafapa, nouvelle question de Rafapa. Pircha, maintenant, lorsque il reste des excréments dans les intestins de quelqu'un, ici on parle d'une femme, ces excréments elle, mais en fait ça ne change rien, que ce soit pour la femme ou pour un homme. Mahou, quel est le statut de cela? Est-ce que c'est un corps étranger ou pas par rapport à cette halakha, encore une fois, de rakav, de la quantité de chair du défunt qui s'est décomposé et qui transmet la touma. Puisque finalement, un homme ou une femme ne peut pas vivre sans nourriture. Est-ce que finalement la nourriture qu'il y a dans son corps est considérée comme étant quelque chose qui fait partie d'elle, Odilma, ou peut-être Anami, mais Almati, ça aussi on peut dire que finalement ça provient de quelque chose d'extérieur. Comme ça vient d'une nourriture, c'est un peu la même question qu'on avait par rapport à Shirvat Zera, comme ça vient de quelque chose d'extérieur, eh bien on considère que c'est extérieur, en sachant qu'on aurait pu aussi parler du fait que ça finit par sortir, donc c'est aussi quelque chose qui va être extérieur. Baïravacha, Bere de Rav Ika. On a une chéla ici qui est posée par Ravacha. En Romaou, la peau maintenant du défunt, est-ce que ça fait partie de quelque chose qui compose le rakav, le mélotarvat de rakav ou pas? Baïravuna, Barmanoach, Kiho, Veniao, la salive et tout ce qui est les impuretés qu'il y a dans le nez, est-ce que ça fait partie aussi de ce qui peut composer mélotarvat de rakav? Mahou, c'est la question de la Gemara. Et là-dessus, Rav Shmuel Baracha ne comprend pas la question. Il dit Amar les Rav Shmuel Baracha, les Rav Papa. V'isal kadatar kol année des Kamar avec Gilgilin. Dis-moi, on pose des questions par rapport à la peau, par rapport à la salive. Mais si il y a une possibilité que ces choses-là empêchent la halakha de mélotarvad, comment on peut dire dans la Mishnah que mélotarvad, la quantité de tarvad, de rakav, de chair qui s'est décomposée, peut rendre impur, parce que finalement on va trouver un mort sans peau, on va trouver un mort sans salive, ainsi de suite. Et sans excréments, toutes ces questions-là depuis Rav Papa, il ne comprend pas.
Réponse, non, il y a des cas. Rakav tamé echim mishkachala. Comment tu as trouvé un cas de rakav qui rend tamé? Réponse, d'ashkeye medkalim. On lui a fait boire ce qu'on appelle les eaux des palmiers. Donc c'était des eaux qu'il y avait spécialement en Israël, à côté de palmiers, des sources qui étaient des eaux qui faisaient en sorte que les gens vidaient leurs intestins, donc il ne restait pas d'excréments. Et sachian asha, ushlako, bemet tiveria. Donc c'est un cas où on a mis aussi sur la peau des produits qui enlèvent les poils et qu'on a fait passer le corps après la mort dans des eaux chaudes comme les eaux de Tiveria qui ont tendance à décomposer la peau. Et donc la Gemara Rafa répond que c'est que dans ce cas-là qu'on peut avoir une certitude qu'on a rakav si on n'a pas répondu aux questions précédentes. Est-ce que les excréments, est-ce que la peau et ainsi de suite posent un problème par rapport à ce mélotarval, même si c'est un cas qui est très particulier. C'est comme ça que Rav Papa justifie ces questions. Amar Abaye dans une nouvelle halakha, Naktinan, on a une Kabbalah, que cette halakha-là qu'on a dit, que mélotarval de rakav, une certaine quantité de chair d'un défunt qui est devenu poussière, eh bien, ça n'existe que si c'est naturellement, que si c'est la putréfaction de la chair qui a rendu cette chair poussière. Met chez Hano en l'orakav. Si c'est la chair d'un défunt qui a été finalement broyée et qui s'est retrouvée sous cette forme-là décomposée, mais non pas par l'évolution du temps, mais parce qu'il y a eu un acte qui a été fait dessus, ça ne marche pas. La Gemara pose une nouvelle question. Ibaya lehu. Tehano vehazar ve'irkivmahu. Lorsque la chair a été décomposée donc mécaniquement, mais qu'après elle a pourri. Et que du coup, maintenant, elle se retrouve, elle est dans une situation où elle aurait dans tous les cas pourri de cette manière. C'est quoi le halakha? Est-ce que l'essentiel, c'est que tant qu'on a devant nous une chair qui a pourri et qui est composée de ce qui à l'origine était la chair, les tendons et les os, ça marche? Veika, donc il y a tout ça. On dit ou non, peut-être qu'il faut que la putréfaction de la chair se fasse sur un corps qui est encore dans l'état naturel, dans son état naturel. C'est lorsqu'il est encore dans son état naturel et que la chair se décompose, c'est qu'à ce moment-là que la halakha de rakav existe. Sinon, non, c'est la question de la Gemara. Est-ce que finalement l'essentiel, c'est qu'on est tout devant nous et que ça est pourri, ou non? Ou il faut que la putréfaction se fasse lorsque le corps est entier sous sa forme naturelle. T'écoutes la Gemara encore une fois, ne tranche pas. Tania Ola Bachanina, halakha de Ola Bachanina, Metche Chasaer. En le rakav, un défunt à qui il manque une partie du corps, il n'y a pas cette halakha de rakav. Vélo tfoussa, il n'y a pas la halakha de tfoussa. Tfoussa, c'est lorsque l'on déplace un défunt pour certaines raisons qu'on a le droit de le faire, eh bien, en général, la terre aussi qu'il y a autour prend un statut particulier. Vélo shchonat kvarot, c'est lorsque l'on trouve trois corps dans un endroit. Il y a une chazaka, on part du principe qu'il y a peut-être un cimetière et on est obligé de vérifier dans tous les alentours. Et tout ça, la n'existe que si les trois défunts ou le défunt qu'on a déplacé ou le rakav est composé de corps qui sont entiers. S'il manque quelque chose au corps, on n'a aucune de ces trois halachot, dont la halakha de rakav. C'est là-dessus que la Gemara va objecter. Comment on peut dire que la halakha de rakav, de la chair qui s'est décomposée, n'existe pas lorsqu'on a un corps qui n'est pas entier, alors qu'on a une braïta, une mishnah, c'est là-dessus qu'on est métivé, une mishnah dans Eduyot, où il y a une marloquette par rapport à la halakha qu'on a chez nous dans la mishnah. On avait dit que même la chair de quelqu'un qui est vivant, si la chair d'un être vivant a été enlevée, cette chair aussi, si elle se décompose, il y a la halakha de rakav. Et la plus c'est une marloquette en fait entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et là-bas dans la discussion, on apprend là-bas de la chair d'un mort. Alors, Rabbi Yoshua là-bas il objecte, il dit quoi? Lo ima marta bemet, sheesh lo rov, verova, omelotar vadrakav. Comment peux-tu apprendre d'un maître de la chair de quelqu'un qui est mort, qu'on a des halachot, que dès qu'il y a une majorité d'os, qu'il y a rova, lorsqu'il y a la quantité de rova, le quart d'un cave d'os, ou melotarvad, ou la quantité d'une cuillère de rakav, eh bien, on a dit que c'est tamé. Tomar bechai, chez nolorov, velorova, velomelotarvad rakav. Comment tu peux comparer avec le cas de celui qui est vivant et qui a perdu une partie de sa chair? Alors, du coup, le fait là-bas que l'on compare la chair d'un vivant et d'un mort, ça sous-entend que finalement, ça marche de la même manière. Echidame, dire qu'il had ever. La question qu'on pose là-bas, c'est quelqu'un qui est vivant, qui a perdu une partie de sa chair, un membre,
qui a pourri. On ne parle pas quelqu'un dont tout le corps, évidemment, a disparu. S'il est encore vivant, c'est que ça n'est qu'une partie de son corps. Or, si là-bas on compare avec un défunt, ça veut dire qu'on part du principe que la même halakha dont on parle là-bas, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant, qui a perdu l'orléno, une main ou un pied, quelque chose, qui a changé de forme, cette même halakha chez un mort, ça a l'air d'être tamé, puisqu'on voit bien que la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on apprend l'un de l'autre. Donc si on apprend l'un de l'autre, ça a l'air que dans le même cas, tout le monde est d'accord que si on a un défunt et qu'il n'y a qu'une partie qui a été enlevée, eh bien on a cette halakha. Donc dès qu'avate gabemet, la même chose dans le cas du mort. Afilouchad ever, ikaraka, tu vois bien que ça a l'air d'être que autant dans le cas où le type est vivant, on discute, mais dans le même cas où le type est décédé, ce même membre qui est à part et qui a changé de forme a l'air d'avoir la halakha de raka. La Gemara dit non. La comparaison n'est pas entière. Mikatane hamet. On n'a pas dit clairement que la même halakha dans le cas du mort, c'est impur. Hakamash malan shumet yesh lo raka, shum chai en lo raka. Non, il faut dire qu'en fait, dans un cas où il y a un défunt, il y a la halakha de raka, et dans certains cas où justement il est vivant, il n'y a pas raka, mais on n'a pas ici, la déduction n'est pas parfaite, et on n'a pas l'obligation de dire ce qui n'est pas marqué. Il n'est pas marqué réellement que dans le cas où il n'y a qu'une partie du corps du défunt qui est là, on n'est pas obligé de dire qu'il y a raka. La Gemara est en train de dire que finalement la déduction n'est pas obligatoire. Nouvelle Sheila, dans le même sujet, Baer Rava, Irkiv Keshe Uchai, Vechazar Umet. Quelqu'un donc, qui est vivant, dont une partie du corps a été enlevée, a pourri, et après il est mort. C'est ça la question maintenant. Kig Mere Rakav, Irkiv Keshe Umet. Est-ce que cette halakha de Rakav, c'est que lorsque la chair a pourri alors que la personne est déjà décédée? Odilma, Ashtamia Maït, ou finalement, à partir du moment où lui est mort maintenant, que la partie s'est décomposée, eh bien, c'est suffisant, on a les deux conditions. Donc, selon celui qui dit qu'il faut que la personne soit décédée pour qu'on ait la halakha, est-ce que même si elle est décédée après le moment où la chair a changé de forme, est-ce que finalement ça marche ou pas? Tashma, viens apprends. Loïm amarta bemet shesh lorov, verova omelo tarvad rakav, tomar bechai vechoulé. La Gemara essaie encore une fois de déduire avec cette même halakha là, cette discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. On voit bien que là dans la discussion, on va apprendre un cas d'un type qui est vivant et dont la chair a changé de forme. Et là-bas, on est en train de discuter ce qu'on apprend, cette halakha là du défunt. Matama mishum chai, hamet yesh lo rakav. Là-bas, on voit bien que quoi? Que parce qu'il est vivant, ça n'a pas l'air de marcher, mais il a l'air de dire à Rabbi Yoshua que le même cas où il est mort, ça a l'air d'être bon. Donc la Gemara imagine que c'est le cas où il a perdu son membre alors qu'il est vivant, et que le membre s'est décomposé, et qu'après il est mort, comme si Rabbi Yoshua avait l'air d'être d'accord. La Gemara dit là aussi, tu n'es pas obligé de le lire comme ça. Mikatane Hamet, il n'a pas dit que le même cas, lorsqu'il est décédé, ça fonctionne. Hakamash malan, des shumet yeshorakav, shumchai et l'orakav. Lorsqu'on a fait une comparaison entre le cas où il est mort et le cas où il est vivant, on ne parle pas forcément exactement du même cas. On est en train de dire que lorsqu'il y a un défunt, que le défunt est entier et qu'il est mort d'un seul coup et qu'il s'est décomposé d'un seul coup, dans ce cas-là, Rabbi Yoshua est assez particulier. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua discutent sur un autre cas, un cas où finalement le type est encore vivant actuellement et seulement il a perdu un membre et seulement s'est décomposé. Donc finalement la Gemara ne répond aux deux questions précédentes en disant qu'on n'est pas obligé, encore une fois, de dire que ce cas-là, la comparaison qu'il y a entre le cas où il est vivant et il est mort, est une comparaison qui est totale.